Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate. Bon, ben Jerry, changement de plan parce que Normand Mousseau est déjà branché. On va faire la boîte après, OK? Bon, Normand est là. As-tu un stress avec ça? Zéro stress. La dernière fois qu'on a parlé avec Normand, je pense que c'était... Est-ce que c'était en podcast ou c'était à Radio X? Non, moi, je pense que c'était à Radio Pirate. Ouais, je pense que c'est le même. Ah, ouais, ça se peut, t'as raison. Ah, ouais, c'est un Jeff Liberté, je pense. T'as raison, exact. Bonjour, Normand, ça va bien? Oui, toi? Très bien. Écoute, c'est ça, la dernière fois qu'on s'est jasé, on était en pleine COVID. Et il y a là, on est passé à autre chose, mais il y a encore des affaires. Juste de même, vite. Est-ce que Gold Standard, c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup dans le milieu de la santé et de la recherche? Ben, en fait, l'idée, c'est d'utiliser les meilleures pratiques, là, oui. Oui, OK. Non, c'est juste que Gold Standard est sur une patente depuis une semaine ou à peu près sur l'efficacité des masques aux alentours de 5 % par rapport à quelqu'un qui ne fait pas de masque. Puis je trouve les nouvelles dans tous les journaux du monde, mais je trouve aucune nouvelle là-dessus nulle part au Québec, ni en anglais ni en français. En tout cas, je me demandais juste si Gold Standard était quelque chose qui était utilisé ici par les gens dans le milieu de la santé. Peut-être que je me disais, peut-être que c'est pas quelque chose qui trouve important, je sais pas, mais je trouve que la nouvelle est comme jaser à la grandeur. C'est comme une ouverture sur la COVID in and out, comme on dit, avant de tomber sur notre sujet numéro 1, c'est-à-dire toute l'histoire de l'énergie. On est dans une transition énergétique mondiale. Tout le monde y passe. Toutes les formes d'énergie sont challengées en ce moment avec des... d'abord, les ressources en tant que telles et aussi le géopolitique, puis les coûts de distribution, les coûts de cible. C'est en train de nous frapper de partout. Même Hydro-Québec est mêlé là-dedans. Qu'est-ce que tu vois dans toute cette histoire-là qu'on est en train de vivre? Je ne suis pas certain que les Québécois réalisent, à part à la pompe, ce qui se passe, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver à la grandeur de la boule sur toute l'histoire énergétique dans le monde. Oui, je dirais, dans un premier temps, il y a l'enjeu de la transition énergétique. Donc, ce qu'on voit, c'est que de nombreux pays embarquent pour atteindre leur cible climatique et donc vont essayer de décarboner leur secteur d'abord de production d'électricité, puis ensuite l'utilisation des énergies, réduire les énergies fossiles. On ne voit pas au niveau mondial pour le moment de réduction de consommation des énergies fossiles, mais ce qu'on voit certainement, c'est une augmentation de la production des énergies renouvelables, surtout sous forme d'électricité. Et ça fait aussi que de nombreux pays ont mis en place des réglementations pour réduire la place des hydrocarbures fossiles, entre autres dans le secteur du transport des individus. Là, donc, les automobiles deviennent électriques. Il y a une obligation dans plusieurs pays pour vendre plus de voitures électriques et dans de nombreux pays aussi une interdiction à partir de 2030, 2035, 2040, dépendamment des pays, là, de vendre de nouveaux véhicules qui vont être à essence. Tout ça, évidemment, est-ce que toi, tu y crois, ça? Parce qu'il y a beaucoup de résistance. Il y a entre autres le nouveau patron de Toyota. Il y a, dans le milieu de l'automobile, je comprends là, que c'est... si tu demandes ça à Elon Musk, lui, il croit, là, mais je veux dire, dans le milieu de l'automobile, ceux qui sont en train de faire la transition, il y a des sceptiques sur, je dirais, toute la quantité qu'on a besoin. Puis aussi on l'a vu là, dans la période de froid, puis on l'a vu également pendant la crise où il y a eu des tempêtes au Québec dans le temps des fêtes avec des pannes de 7-8 jours de Hydro-Québec. Pour un climat nordique, il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que l'hybride, un peu comme Toyota a parlé cette semaine ou la semaine passée, est-ce que 100% électrique, c'est pas quelque chose un peu fou de rêvation? Est-ce qu'on est sur une mauvaise track? Moi, je suis pour la diversité énergétique, mais est-ce que 100%, c'est rêver en couleur? Bien, d'abord, c'est là où s'en vont les constructeurs. Donc, les constructeurs, il y a très peu de constructeurs qui misent sur l'hybride présentement. Tout le monde mise sur le tout électrique. C'est plus simple dans une question de gestion et c'est en accord avec les objectifs de carboneutralité. Tant qu'on laisse de l'essence, on n'est pas carboneutre. Dans ce contexte-là, ça s'en va. Toyota est en fait un des fabricants qui tire le plus de la patte. Les autres fabricants, beaucoup de grands fabricants aux États-Unis, en Europe, ont déjà annoncé là, qu'ils allaient complètement revoir les modèles qu'ils vont fabriquer pour avoir du tout électrique, là, une gamme complète de tout électrique, entre autres parce que les réglementations sont là. Donc, encore une fois, c'est la réalité en Angleterre, en Europe, c'est des pressions très fortes. Déjà en Chine, plus de 20% des voitures sont toutes électriques, là.
Donc, il y a des places où ça bouge rapidement, ce qui fait que les chaînes d'approvisionnement, les investissements vont se faire. Pas sans heurts, c'est clair que aucune transformation de cette ampleur-là se fait sans problème, sans erreur, sans défaut, sans coût, sans frustration, là. Mais c'est là où on sent que ça s'en va. Parce que moi, j'en ai commandé une. Là. Je devrais l'avoir au mois de juin ou juillet, mais je comprends que ce ne sera pas ma voiture. C'est ma deuxième voiture. Donc, si jamais j'ai une grande route à faire, ou soit en hiver, j'ai à traverser les Adirondacks pour aller, mettons, sa côte est américaine ou descendre un peu plus loin, c'est encore un peu compliqué. Puis je comprends que dans 10 ans, on va être ailleurs avec je dirais la distance qu'on va pouvoir parcourir avec les batteries et toutes ces choses-là. Mais il y a quand même un défi au niveau des matières premières. Puis je sais que les batteries vont évoluer. Je sais que peut-être qu'un paquet de matières qu'on utilise en ce moment dans les batteries qu'on n'utilisera peut-être pas dans 20-25 ans. Ça, c'est clair que ça va évoluer très rapidement. Mais il n'y a pas un autre drame. On est comme il y a une relation bizarre entre le pétrole et nous. Là. On n'aime jamais aller mettre 75$ d'essence. Mais ça nous a simplifié la vie puis ça nous a amélioré notre sort. Je comprends l'impact sur l'activité de l'activité humaine avec les voitures puis le lien avec le climat. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de régler quelque chose qui nous a créé des problèmes en créant un autre? C'est certain que penser qu'on va pouvoir remplacer toutes les voitures puis on va avoir des voitures de plus en plus grosses sans se préoccuper des enjeux d'approvisionnement, ça ne tient pas. Donc, il faut revoir. On ne peut pas simplement passer par la technologie. Il faut revoir certaines façons de faire, offrir des meilleurs services de transport qui vont réduire la demande en voiture. Là. Ça, c'est clair qu'il faut le faire aussi. D'un côté, on ne peut pas éliminer toutes les voitures. Il va en rester une fraction importante parce que c'est la flexibilité offerte par les voitures, l'adéquation aussi entre la voiture individuelle puis l'occupation du territoire, donc la façon dont on a aménagé notre territoire fait en sorte qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'y aura pas de voitures, elles vont être là. Et après ça, c'est de gérer, en effet, les nouvelles batteries. Par exemple, on parle beaucoup du cobalt, là, mais plus de la moitié des voitures, par exemple, électriques par Tesla, utilisent des technologies de batteries lithium phosphate de fer, entre autres développées par Hydro-Québec, là, qui, elles, n'ont pas de cobalt. Donc, déjà, on est en voie d'éliminer certains éléments, mais les enjeux d'accès, d'approvisionnement à ces minerais-là vont être importants au cours des prochaines années. Mais du lithium, il y en a partout dans le monde. Là. On n'en manque pas. C'est juste qu'on n'a pas fait les investissements pour l'extraire. Oui, c'est ça. Mais si on regarde, Normand, si on regarde ce qui s'est passé, je prends ça à la hauteur du Québec. Là. Je prends ça plus petit. Là. Mais ce qui s'est passé en fin de semaine dernière, dans le sens que la demande d'électricité était dans le piton. Au Québec, c'était, je pense, sur le besoin record, chose comme ça. Oui. Puis là, d'un côté, parce qu'il y a comme deux messages. Là. D'un côté, tu as le tout électrique, et de l'autre côté, ils nous demandent de moins chauffer. La demande est déjà dans le piton. Et de l'autre côté, on parle maintenant des rivières. Il ne faut pas toucher aux rivières, parce que là, il y a des groupes de pression. Là. Il y a plusieurs rivières. L'Hydro-Québec a des projets sur des rivières pour faire des barrages. Donc, c'est toute l'histoire. Là. Ça prend de l'électricité, mais d'un côté, il ne faut pas toucher aux rivières. Puis, tu sais, on dirait que comment dire? On dirait que l'idée, là, est toute fragmentée, là. C'est-à-dire, on fait quoi avec ça, toutes ces histoires-là? Là? Ah, je suis tout à fait d'accord. Là. On a publié des rapports là-dessus, entre autres l'été dernier, là, où on montrait que les sociétés publiques là, de distribution et production d'électricité ne sont pas du tout prêtes. Leur plan stratégique n'est pas aligné avec les objectifs et les transformations qu'on voit sur le terrain. Donc, il y a un décalage complet. Hydro-Québec, là, dans le plan stratégique préparé sous Éric Martel, en gros, disait jamais on va électrifier. Alors, c'est notre prévision pour les prochaines années, c'est on continue comme avant. Là. Donc, il n'y a rien qui va changer. Quand Mme Brochu est arrivée en place, elle a jeté ça, elle a recommencé avec un plan stratégique qui dit ça va changer un peu. Okay? Donc, ni un ni l'autre ne sont prêts à faire face à ces enjeux-là. C'est-à-dire qu'on électrifie plus. Déjà, on électrifie le chauffage des bâtiments, l'industrie. Les voitures électriques, ça compte pas beaucoup aujourd'hui là, dans la demande en électricité. Mais le problème, c'est que le gouvernement, pendant ce temps-là, il n'a pas mis en place des normes plus serrées pour que les bâtiments soient plus efficaces, que les nouveaux bâtiments consomment moins d'électricité.
que quand on fait des rénovations, on s'assure d'être un peu mieux isolé, ce qui fait que la demande de pointe en hiver explose. Puis pendant ce temps-là, tout ce qu'on dit, c'est on va blâmer le citoyen parce qu'il consomme trop. Il faut arrêter de blâmer le citoyen, il faut mettre en place les règlements. Moi, quand j'achète une maison neuve, c'est pas ma responsabilité. Est-ce que comment les normes sont définies? Là? Ouais. Donc, j'achète ce qui est disponible sur le marché. C'est au gouvernement de mettre en place les normes pour s'assurer que la maison va consommer la quantité d'énergie adéquate, qu'on va dire aux municipalités, vous avez arrêté d'imposer des mètres carrés de plancher minimaux pour certains secteurs. Donc, à un moment donné, il faut gérer la demande aussi, ce qu'on ne fait pas. Hydro-Québec ne prévoit pas l'approvisionnement en électricité. Donc, on se retrouve en effet avec des conditions serrées. Le fait qu'on importe de l'électricité à la pointe, c'est pas un problème, là. C'est plus intelligent que d'importer de l'électricité que de surproduire c'est 50 heures par année. Là. Exact. C'est de surproduire pendant 11 mois et demi pour 22 jours de temps où tu as besoin d'acheter. Ce serait illogique d'avoir le courant toute l'année qu'on ne se sert pas pour les 22 jours qui fait froid. Mais oui. Une affaire aussi que je ne sais pas si c'est quelque chose qui te trotte par la tête quand tu regardes ce qui se passe. Moi, je me promène entre la maison en Floride puis la maison ici, puis dans la transformation dans le quartier en Floride sur le nombre de personnes. Je comprends que c'est en Floride puis le soleil est là. Mais le nombre de gens qui se mettent des panneaux avec des batteries, c'est impressionnant. Là. Le nombre d'offres qu'il y a. Moi, il n'y a pas une semaine où j'ai pas quelqu'un qui cogne à ma porte pour m'offrir des panneaux. Puis quand je regarde ça, je suis sur le bord de faire le mot. Là. Sérieux, je suis vraiment sur le bord parce que au niveau économique, ça tient la route. Et dans 5-6 ans, ça va me donner une certaine indépendance face à Florida Power Lightning que j'aime. Puis en plus que je me sens, s'il arrive quelque chose, je me sens en sécurité encore plus. Donc moi, je m'envoie dans le bois ici. Là. J'aimerais ça avoir une éolienne, des éoliennes sur Amazon là, pour les maisons. Il y en a des super belles. Je pourrais mettre une... Je sais qu'au Québec, on n'est pas la Californie, on n'est pas en Floride, mais si on compare à l'Allemagne, la quantité de soleil qu'on a, puis l'emplacement qu'on est, on peut chercher de l'énergie là-dedans. Puis je peux mettre quelques panneaux solaires, mettons, sur le toit de ma terrasse, mettre ça dans des batteries quelque part dans mon garage. Puis si jamais il arrive quelque chose, bah oui, je vais avoir peut-être une petite génératrice me donner un coup de main, mais je peux avoir une certaine indépendance. Oui, ça va me payer moins cher, je vais libérer de l'énergie pour Hydro-Québec pour pouvoir l'utiliser pour autre chose. Puis si jamais j'en ai trop, ben ils apprendront puis ils vendront, OK? Ça, je suis prêt à faire ce deal-là. Mais j'ai même pas la possibilité de faire rien de ça. Ils veulent pas que je le fasse. Ça, je comprends pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est tout à fait possible de vendre de l'électricité, d'avoir des panneaux solaires ou une éolienne à la maison pour sa production, sa consommation locale et de vendre le surplus. Sauf qu'on ne peut pas vendre plus qu'on utilise l'électricité. Donc, au mieux, on peut être à zéro durant l'année. Donc, est-ce que je peux emmagasiner dans une batterie? Absolument. OK. Pour toi, oui. Mais le système me dit, ce que j'ai vu avec Hydro-Québec, c'est que le système ne me donne pas en échange ce que moi, je vais leur apporter ou je vais leur économiser. Il me donne un système de token ou de bonus, là. Tu sais, c'est pas aussi simple. Ben, c'est neutre, c'est-à-dire qu'on va juste compter le nombre de kilowattheures que tu remontes sur le réseau, moins celui que tu as consommé, puis c'est ça qui est ton coût. Si tu en envoies plus que tu consommes, tu n'as pas de paiement pour ça. OK, mais sont-tu vraiment portés là-dessus? Parce que je vois aucun programme. Tu sais, moi, là, quand j'ai commencé à regarder ça, je ne peux pas ouvrir un réseau social sans voir une annonce d'une compagnie qui m'en offrait quand je suis ailleurs. Quand j'arrive ici, c'est le néant, il n'y a rien. On dirait que le monopole d'Hydro veut... Il est comme... Je le sens quand même encore... il a besoin de nous. Il a besoin de nous en vendre. Il a besoin de faire les revenus. On a besoin d'opérer à machine. On a des profits qu'on doit donner au système québécois pour tout le reste. Je ne sens pas un appétit que... Ah non. Je ne sens pas cet appétit-là. Là. Non, il n'y a pas d'appétit du tout. En partie parce que le problème au Québec, c'est que l'électricité fournie par les individus n'est pas alignée avec le moment où Hydro-Québec en a besoin. Et quand on en a besoin, c'est quand il fait des grands froids l'hiver, où là, souvent, le soleil n'est pas là, où les panneaux solaires sont recouverts en partie, donc il n'y a pas beaucoup de puissance qui est fournie par ça, donc c'est pas très intéressant. Mm-hmm. Et les éoliennes, il n'y a pas beaucoup d'éoliennes individuelles là, pour une question de coût, mais donc le problème, c'est l'adéquation. Donc pour Hydro-Québec, c'est pas intéressant d'acheter de l'électricité l'été, parce que de toute façon, le réseau est même pas à 50% de demande. Là. Voilà. Ouais. C'est l'enjeu, c'est... Ça, je comprends, c'est logique. Ce bout-là est logique. Cher, c'est l'hiver. Oui. Puis c'est pas là où les citoyens, où la production délocalisée aiderait beaucoup.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est pour ça que pour moi, c'est pas... Hydro-Québec l'offre, mais en fait pas une promotion. Là. Pour moi, c'est pas pertinent. Il faut mettre en place des mesures. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut... À l'Institut, on a fait des analyses. Il faut développer la gestion de pointe hivernale, de dire comment est-ce qu'on fait ça. Est-ce que ça doit être les individus qui gèrent ça par du stockage thermique ou du stockage électrique? Ça en prend beaucoup d'électricité l'hiver pour chauffer. Là, fait que ça prendrait beaucoup de batteries, c'est pas si rentable. Donc, comment on gère ça l'hiver? Quel est le rôle des véhicules électriques? Parce que, contrairement à ailleurs aussi, mettons en Californie, on dit on va pouvoir prendre la voiture électrique, la batterie pour fournir l'énergie quand on en aura besoin aux pointes. Okay? Ça ne marche pas comme ça au Québec parce que la pointe est large, c'est plusieurs heures, là, c'est pas juste 1 heure ou 2 ou à l'heure du souper. Plus, au moment où il y a la pointe en hiver, c'est au moment où les batteries sont les moins efficaces, puis au moment où la longévité là, en termes de kilométrage est la plus réduite sur les véhicules. Donc, moi, je ne crois pas que les gens vont faire ça. Donc, on ne peut pas compter là-dessus. Il faut mettre en place des infrastructures de production qui vont gérer la pointe, mais il faut aussi voir qui doit gérer la pointe. Est-ce que ça doit être le propriétaire du bâtiment? Je ne parle pas pour les bâtiments construits, là, je parle pour les nouveaux. Et ou comment on gère ça pour l'industrie et autres pour être sûr que la pointe ne devienne pas un enjeu qui augmente avec l'électrification. OK. J'ai une autre question d'abord. J'en ai plein, là. J'ai plein de questions. Si jamais, on reviendra avec le reste de l'année, parce que moi, je pense qu'il y a encore quand même un défi avec tout ce que Jerry disait tantôt, l'augmentation qui s'en vient du nombre de voitures. On l'a vu, là, en fin de semaine, dans des quartiers sur la Rive-Sud de Québec. Il y a eu du délestage. Il y a eu du délestage parce que dans ces quartiers-là, les transformateurs qu'il y avait n'étaient pas prévus pour que... Parce que dans le temps, les maisons étaient presque toutes à l'huile, excusez, et que là, il y a eu une transformation dans les dernières années où tout le monde a switché à l'électricité pour le chauffage. Et en plus, on rajoute un nombre, effectivement, pas énorme, mais quand même, il est là, de bornes de voitures électriques dans un quartier. Puis là, il a fallu qu'ils délaissent la moitié de la place pour être certain que le transformateur n'allait pas péter. Donc, ils ont été obligés pendant 3, 4 heures, 5 heures d'arrêter le courant parce que le système qui est là n'est pas prévu pour ce que c'est maintenant aujourd'hui. Donc ça, ce genre de défi-là, j'ai l'impression que dans le futur, il n'y a pas juste un quartier ici et là qui va l'avoir. On va quand même avoir ce challenge-là. Puis c'est vrai que c'est arrivé à moins 40, mais ultimement, qu'on aura des trains, on aura ci, on aura ça, il y aura de plus en plus de monde, de plus en plus d'entreprises. Tu sais, ça se peut que même des fois, en été, si on n'a pas plus de barrages, ils vont avoir besoin qu'on fasse attention au courant. Mais ça, c'est effectivement... Non. En été, il n'y a pas de problème, mais pour moi, c'est inacceptable. Hydro-Québec doit faire les investissements nécessaires pour fournir l'électricité. Quand on électrifie un quartier, là, va pas me dire qu'ils ne le savent pas, là, donc qu'ils fassent ces investissements. Pour moi, c'est absolument inacceptable qu'Hydro-Québec n'ait pas fait les investissements nécessaires pour accoter la demande. Ben oui, c'est sûr. Pour moi, c'est inexcusable. Hydro-Québec a le monopole au Québec de distribution d'électricité, sauf quelques villes, là, en gros. Alors, ils ont la responsabilité de s'assurer que la transformation se fait. Ils savent qu'on s'en va vers l'électrification du bâtiment. Ils connaissent les objectifs du gouvernement Hydro-Québec. Donc, d'être obligé de dire, ben là, on va vous délester, puis c'est pas juste là. Moi, j'entends de la part de gens qui travaillent avec des industries que quand des industries veulent s'électrifier, ben Hydro-Québec met des bâtons dans les roues pour dire non, on ne fait pas, on n'a pas l'électricité. Ça aussi, c'est inacceptable. On parle de grosses bâtisses. La locomotive ici, là, pas mettre les bâtons dans les roues. Donc, on parle des grosses bâtisses là, qui sont en train de chauffer au gaz naturel, des choses comme ça, genre. Des grosses bâtisses, des industries, absolument, qui veut dire, les propriétaires disent, nous, on veut faire notre part, on veut réduire, puis l'Hydro-Québec dit, non, vous je les comprends. Je les comprends parce que c'est un peu, moi, je suis en construction, là, je commence dans quelques mois, puis c'est mon histoire, le chauffage. Je sais pas, je m'en vais avec ça, là. Là, bon, regarde, je suis un mauvais citoyen. Ma blonde, pas question que... Ma blonde, c'est une maniaque de cuisine, donc son poêle, il est au gaz. Dans le coin chez nous, il n'y a pas de gaz, donc il va avoir une tank de 400 livres de propane. Je le sais, je comprends patente, j'ai tout lu là-dessus, c'est pas fin. Bon, OK. Je peux pas vendre ça à ma blonde, elle va avoir son poêle. Là, j'ai une tank de 400 livres. Bon, je vais avoir... Parce que dans mon coin, ils ont manqué 8 jours de courant pendant les fêtes. C'est un coin qui est fragile parce que les arbres sont mal entretenus, etc. Donc, moi, j'ai besoin d'une petite génératrice si jamais ça part 8 jours. J'en ai besoin d'une, il faut que je le prévoie. Donc, je vais la brancher sur le propane probablement.
Mais là, ça, c'est juste en situation de crise. Là, sur le chauffage, bon, avant, dans mon autre maison, j'ai eu un système, là, air chaud, avec une thermopompe de telle qualité. Ça épargnait tel courant, allait jusqu'à moins 25 degrés, etc. Mais là, c'est ma dernière maison, puis il n'y a plus d'enfants dans la maison, puis il n'est pas question que je remette 20 000 $ sur une patente demain. Moi, je suis en train de vider mon cabanon. Je ne veux pas le remplir, là. Donc, je m'en vais d'une petite maison, plus petite maison, je veux faire attention. J'ai dit, des docks, des affaires de main, j'en veux pas. Je vais mettre un genre de thermopompe dehors avec un système mural, puis je sais que les systèmes murales sont plus performants au froid que c'était avant. Avant, c'était moins 2, moins 3, moins 4, là, ça va même jusqu'à moins 20. Puis, mais ça fait la job. Sauf que je ne sais pas quoi faire pour le reste. Tu sais, je veux dire, je me dis, est-ce qu'eux autres, ils aimeraient ça? Puis je sais là, qu'on est en contradiction avec ce qu'on veut, là. Mais mettons que moi, j'ai du gaz qui passe dans la rue ou encore j'ai 2 bonbonnes de 400 livres au cas où il y aurait quelque chose. Puis je me dis, bon, ben je vais mettre un chauffage d'appoint. Puis dans le temps que j'en ai besoin dans les journées très froides, je vais l'utiliser. Ou encore, je vais faire autre chose qui est plus correct. Je vais m'acheter un poêle à combustion lente. Puis les compagnies d'assurance n'en veulent plus en passant. Ils chargent 1000 $ de plus pour assurer les maisons. Puis je vais prendre de la granule ou du bois, parce que moi, je vais être dans le bois, mettre du bois, puis je vais prendre le poêle à combustion lente l'hiver en chauffage d'appoint, puis si jamais il arrive quelque chose, là, Hydro-Québec serait comme content. Mais en même temps, pour l'environnement, je suis pas bon. Puis, il y a un bout, il y a quelqu'un qui dit « Ah, le poêle au bois, là, c'est pas bon. » Mais là, en fin de semaine, Hydro-Québec, sur Twitter, disait à quelqu'un « Hey, merci de chauffer au bois pour nous donner votre énergie qu'on a besoin. » Tu sais, c'est dur, là, de savoir où on s'en va, cette affaire-là, là. Je suis d'accord. Puis pour moi, c'est aussi un problème. On a besoin d'avoir des recommandations, donc une analyse des recommandations de dire, voici là, si on électrifie tout, évidemment, il va y avoir des risques s'il n'y a pas d'électricité. Donc, comment on fait face à ça? Donc, la résilience, on veut comment on assure la sécurité puis le bien-être des citoyens dans un contexte où on dépend de plus en plus d'un seul fournisseur ou d'une seule source d'énergie, l'électricité. Et présentement, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on a des programmes chauffés vert et autres qui font sortir les fournaises, mais il n'y a pas de vision de dire, OK, voici ce qu'on recommande si vous êtes en centre-ville, si vous êtes à la campagne et tout, voici comment, qui doit porter la responsabilité. Est-ce que c'est à toi de porter la responsabilité? Est-ce que c'est à la municipalité d'offrir des services? Est-ce que c'est à la sécurité publique? Mais on a besoin de ça. On ne peut pas laisser les gens au milieu de l'hiver pendant 5 jours sans électricité, sans chauffage, là. Ça n'a pas de sens. Ben non, ça n'a pas de sens. Mais on a besoin pour ça de réfléchir. Présentement, il n'y a rien. On y va à la pièce, on subventionne une affaire. Je suis là-dedans, puis je suis mélangé comme une poignée de clous. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Surtout que c'est arrivé. Puis moi, j'ai un petit côté... moi, j'ai peur de ça, les pannes de courant. J'ai peur de geler. Donc, quand il est arrivé ça en plus, dans le temps des fêtes, puis là, on voit... Puis on va se le dire. Tous les réseaux à travers l'Amérique du Nord et dans le monde vont être challengés dans les prochaines décennies. Puis il va en arriver des pannes, puis il va probablement en arriver encore plus qu'il y a, puis il va y avoir des problèmes de transport. Donc, on va avoir des problèmes de fiabilité parce qu'il y a énormément de demandes. Puis il faut avoir un plan B, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas, je suis perdu. Je suis d'accord, on a besoin d'un plan B, puis il faut avoir un plan qui tienne la route, puis qui est accessible à tout le monde, pas juste à ceux qui déménagent, pas juste à ceux qui ont les moyens. Exact. Donc, il faut penser ça de manière plus large, là. Ben oui, parce que là, tout ce que je viens de dire, ça coûte cher, là. Ouais. Le poêle, les nouveaux poêles à bois qui sont avec les nouvelles normes, c'est cher. Où tu prévois une cheminée, pas la thermopompe, mais la génératrice. Oui. Si t'en veux une qui tient pour 3 jours, ça prend, c'est pas 1500 $, là. Donc, ça prend, si tu regardes ça, tu te dis, ben voyons, c'est cher, mais il y a un stress, là. Il y a un challenge. Est-ce que chez Hydro-Québec, ils sont conscients de tout ça? Est-ce que c'est quelque chose de prioritaire pour eux ou sont un peu aux fraises là-dessus? Ben, on ne le voit pas. Comme Hydro-Québec mise sur le fait que ça ne se passera pas, la solution, par exemple, ils essaient de se protéger eux-mêmes. On regarde le programme qu'ils font avec Énergir pour dire on va faire de la biénergie pour réduire la pointe hivernale, où en gros, ceux qui achètent de l'électricité vont subventionner ceux qui sont au gaz là, au cours des prochaines années de manière importante. On parle de milliards de dollars. Mais ça règle juste le problème pour Hydro-Québec elle-même, pas pour les citoyens. C'est ça. Donc, d'une certaine façon, puis je regardais leur plan d'adaptation au changement climatique et tout ça, c'est la même chose. Il n'y a rien pour dire comment on va aider les citoyens à se protéger.
c'est comment on se protège nous, comment on protège nos bâtiments, Donc, c'est pas le travail qui devrait être fait dans un contexte de transformation en profondeur où on s'en va. Qu'est-ce qu'on fait avec les véhicules quand on a maintenant, quand on va avoir 25, 30, 50% de véhicules électriques sur les routes? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une panne de 5 jours? Oui. Comment on s'assure que les gens peuvent se déplacer, peuvent aller à l'hôpital s'ils en ont besoin, peuvent aller chercher leur nourriture, gérer leur vie? Et ça, et je sais, à chaque fois que je dis ça, je me fais un peu ramasser par les gens, les pros des véhicules électriques. Moi, je suis pour les véhicules électriques, on s'en va là, j'en ai un, fait que je n'ai rien contre ça. Mais il y a une réalité qui est, on a une dépendance différente. Moi, quand j'ai une station-service avec une génératrice est capable de faire fonctionner ses pompes puis d'assurer son service. On peut pas, avec une génératrice, assurer la distribution d'électricité pour le champ électrique. La recharge des batteries, tous les Tesla qui arrivent au coin de la rue. Là. Non. Puis on l'a vu, là, probablement. On l'a vu, c'est un désastre. On l'a vu en fin de semaine. On s'entend que Hydro, on a vu les vidéos circuler. On s'entend que dans la région de Montréal, Hydro avait probablement diminué un peu l'accès au. Parce qu'il y en avait une sur deux qui font. Comme par hasard, une sur deux qui ne fonctionnait pas. Ça faisait la file. Puis là, les gens étaient comme embêtés avec leur voiture. Puis là, on parle des méga chargeurs Tesla qui sont quand même d'une technologie assez il y a rarement de problème avec les produits de Tesla. Mais en général, là, Normand, prenons tout ce défi-là là, qui est relié au changement climatique. OK? C'est le défi donc, de toute l'énergie, puis c'est quoi le plan, puis c'est drôle parce qu'on en parlait il y a peut-être 2-3 semaines. Moi, je disais, il faut arrêter de... Parce que là, actuellement, on joue beaucoup sur la peur. On dirait qu'on est toujours en train de menacer le citoyen de lui enlever quelque chose. Et c'est ça, là, même pour nos animaux, c'est la pire des affaires. Nos animaux, si tu veux qu'ils aient des bonnes habitudes, donne-leur une petite collation quand ils ont fait quelque chose de bien. Quelque chose de positif. Si tu lui donnes un coup de pied dans le cul à chaque fois qu'il n'a pas fait quelque chose de le fun, il va voir qu'à un moment donné, il va falloir se virer contre toi. Là, c'est un peu ça. Là. Toute l'histoire de l'énergie, on a comme l'impression, oui, effectivement, le Hydro veut se servir de ça pour se servir eux en premier, puis vous autres, en passant, on va vous augmenter, puis on va vous dire de pas prendre la telle affaire à telle heure, mettre votre chauffage à 17 degrés. Tous des genres de menaces qui vont faire que les gens vont... ils vont être négatifs envers tous les changements qui s'en viennent. Ils vont voir ça comme étant... Ouais, on est en train de m'enlever... Ça n'a jamais marché dans l'histoire de l'humanité d'enlever des choses. Puis je comprends qu'il y a des défis, puis effectivement, il y a des choses qu'on devra changer. Mais la manière que c'est vendu, comme la manière catastrophique, le milieu d'anxiété, le niveau d'anxiété qu'on est en train d'essayer d'instaurer pour le défi qui s'en vient. Est-ce que c'est la bonne technique? Ah non, moi quand j'ai entendu, par exemple, M. Fitzgibbon dire qu'il va falloir laver la vaisselle à minuit, ça n'avait aucun sens. Et en plus, pour moi, c'est pas l'approche. L'approche, c'est est-ce qu'on peut s'assurer d'offrir le service aux gens correctement? Surtout qu'au Québec, il faut laver la vaisselle à minuit, mettons 2 jours. Cette année, là, ça a été une journée, le vendredi soir dernier. Okay? Ouais. On peut-tu dire que c'est pas une habitude qu'on a besoin de prendre? Non, c'est ça. Ça n'a juste aucun sens. Moi, je trouve qu'on présente ça de tout croche. Et pour moi, il faut utiliser ces transformations-là pour améliorer la qualité de vie des citoyens, pas pour les emmerder puis faire en sorte qu'ils vont... Les gens ont d'autres choses à faire que de penser à leur consommation d'électricité au quotidien. Là, d'un fois, on a d'autres problèmes. Il faut s'occuper de la famille malade, il faut s'occuper des enfants, il faut assurer qu'on a payé nos comptes à la fin du mois. La question de dire, c'est-tu un problème si je laisse ma lumière allumée dans mon salon là, un peu trop longtemps, pour moi, c'est déplacé. Est-ce que... Parce que là, les défis, mettons, on regarde ça sur une période de 100 ans, on va augmenter de peut-être 1,5, je ne sais pas, là, je ne connais pas tous les chiffres, mais on va augmenter. La moitié de ça, c'est probablement dû, en tout cas, la moitié de ça, c'est probablement dû à nous, nos habitudes, les affaires qu'on fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir changer? Mettons là que toi, tu es là, avec eux autres. Souvent, les politiciens, on a l'impression qu'ils arrivent là-dedans et ils voient une opportunité de gagner quelque chose. Là. Il y en a qui croient pour vrai. Chose d'activiste là, à Ottawa. Là. Voyons, M. Guilbeault, lui, on sait qu'il a mis sa vie là-dedans. Mais les autres qui arrivent, là,
Oh, tout d'un coup, je suis green. Là. Ça, moi, quand je vois ça, je dis, oh, ça, d'après moi, il y a quelque chose qui vient de se passer. Ça, c'est parce qu'eux autres voient une opportunité de donner des subventions, de donner des contrats à du monde qui ont... Peut-être que c'est mon côté conspirationniste, là, mais un gars qui devient green overnight, je me méfie tout le temps de ça. Mais n'empêche qu'il y a... Tu sais, on est 8 milliards de personnes. On est 8 milliards, il y a des économies qui s'améliorent, il y a des gens qui passent de la pauvreté à pouvoir se chauffer, à voyager, on le voit là. C'est quoi le niveau? Si, mettons, t'es politicien, comment tu deals avec ça? On vient de le dire, la méthode à date n'est pas bonne. De faire semblant qu'on ne voyagera plus, de faire semblant qu'on va tous rester dans des tours, un par-dessus l'autre, dans un centre-ville, puis qu'on va manger des insectes. Ça, c'est toutes des histoires. Comment on vend ça, puis comment on va le faire? Bon, d'abord, je veux revenir sur la question des politiciens. Si quelqu'un ne s'est jamais préoccupé de ces enjeux-là, arrive en poste de pouvoir et ces enjeux-là sont incontournables à ce moment-là. Donc, évidemment, il faut se poser des questions et les politiciens doivent donc réorganiser, réaligner leurs priorités. Mais évidemment, ça demande aussi à un moment donné de développer une profondeur, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce que ça signifie, la transition énergétique, par exemple, qu'est-ce que ça représente de manière en profondeur. Maintenant, je suis d'accord que tout le monde ne vivra pas dans des tours. Il y a aussi un problème de solution. C'est-à-dire qu'il y a différentes façons de densifier, de protéger un milieu, de s'assurer une qualité de vie, une alimentation. Il n'y a pas qu'une seule solution, puis la solution ne passe pas juste par des privations. Pour moi, il est important de comprendre ces enjeux-là et de travailler dans un contexte de dire comment on peut profiter de ces transformations-là pour améliorer notre quotidien de manière générale. Et c'est faisable, mais ça demande d'abord de développer une vision plus intégrée puis d'arrêter de répondre aux problèmes à la pièce. Quand tu essaies de résoudre un petit problème à la fois, ben, tu n'es pas capable d'avoir une cohérence. Fait qu'un problème que tu résous d'un côté, ben, rend l'autre pire et ne nous permet pas d'avancer. Puis c'est souvent ça qu'on voit parce que chacun travaille à la pièce avec des lobbies qui ont chacun leur intérêt à la pièce aussi. C'est pour ça qu'on a besoin d'une vraie réflexion. Par exemple, il y avait une lettre hier ou aujourd'hui dans la presse qui disait au Québec, on a besoin d'avoir une réflexion sur l'énergie, sur la transition énergétique, qui n'est pas simplement une commission ou juste un BAP ou juste une décision du gouvernement. On a besoin de développer une certaine vision. Monsieur Fitzgibbon a dit, bon, on n'a pas le temps de faire ça, mais c'est la pire chose qu'on peut se faire, c'est de dire on n'a pas le temps de penser. Agissons, puis on pensera après. On le vit régulièrement, puis ça donne à peu près jamais des bons résultats. Effectivement. Puis eux autres, c'est toujours simpliste un peu. C'est toujours une taxe. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, tout ça ne règle pas avec des taxes. Là. Tu ne peux pas ultimement continuer d'affaiblir le pouvoir d'achat ou même rendre quasiment le monde plus pauvre tout le temps. Là, on le voit pour différentes raisons, mais quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Même si tu essaies de dire on va monter le prix du bœuf pour être sûr qu'il en mange moins. Après ça, on va s'assurer que l'essence est à 3$ pour qu'il change pour un char électrique. Ouais, mais le char électrique, pour l'instant, il est encore cher. Tu sais, veut dire, Biden, l'autre fois, il fait une démonstration d'un char électrique. On lui donne un programme de 8 500$. Ils n'ont pas pensé à leur affaire. Ils ont pris un Hummer à 81 500$ qui n'est pas dans le programme de 8 000$. C'est ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné... Je comprends pour quelqu'un qui a des bons salaires, puis tant mieux s'il y en a qui sont capables de s'en payer. Mais je veux dire, il y en a plein qui sont pas capables. Il y en a plein qui, donc, à un moment donné, il va falloir avoir une vision, puis vendre de quoi? Parce que le défi, il faut l'arranger. Il faut l'arranger, mais comment? Moi, je n'ai pas vu encore comment. J'ai rien trouvé vraiment d'intelligent à date que les politiciens nous offrent, ou encore, peu importe, justement, tous les organismes qui ont ils ont leur agenda à eux. Souvent, on a l'impression que le côté green sert à revoir le modèle économique. Là. Donc, on les appelle les melons d'eau, là, vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Mais peu importe les groupes, que ce soit les politiciens ou ces gens-là, j'ai comme l'impression que personne ne nous arrive avec de quoi de vraiment intelligent. Ben, je dirais, il arrive avec plusieurs propositions. En effet, chacun aligné avec, en couplant d'autres enjeux avec la vision écologique. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'une vraie discussion de société, qu'on a besoin de plans qui tiennent un peu la route.
Et pour ça, ça demande de passer un peu de temps à analyser les enjeux, puis à être aussi clair que possible sur l'idéologie qui est derrière pour orienter les décisions. Et je dirais, c'est ce qui manque. On a d'un côté les gens souvent de droite qui vont aussi avoir leur idéologie en niant la nécessité d'avancer ou de se transformer. Ben, ça ne fait pas avancer la réflexion, puis ça ne permet pas de développer des trajectoires qui vont de l'avant, mais qui sont compatibles avec les valeurs proposées par la droite, par exemple. Ouais. Si on fait juste dire c'est pas possible, on peut pas le faire, ou ça devrait pas se faire, ou ça n'existe pas, ben disons que ça contribue pas non plus à une réflexion en profondeur pour aller pour faire face aux enjeux auxquels on fait. Mais on fait quoi? La vraie histoire, c'est, mettons, toi, là, mettons que tu es impliqué demain, il y a une commission, puis Fitzgibbon t'appelle, puis il dit, écoute, là, M. Mousseau, je veux vous avoir avec moi, là, puis je veux vous entendre, me prendre des notes, puis je vais avoir 5 de vos collègues, puis je prends des notes. Parce que, moi, c'est drôle, mon ange, le défi est là. Quand on regarde le graphe. On a publié un rapport en juin dernier qui était justement de dire comment on peut avancer au Québec, quel genre d'investissement on devrait faire, comment on devrait transformer notre économie, où est-ce qu'on devrait avancer. Ce qu'on dit, nous, dans ce rapport-là, c'est d'abord, il est impossible de réduire de 37,5% nos émissions d'ici 2030. Là. Structurellement, c'est pas possible. Si on faisait 15-20%, 25%, on serait content. Mais dans ce contexte-là, justement, on souligne les enjeux qu'il faut penser à la résilience. Comment on va s'assurer que l'électrification protège les gens malgré tout? Comment on s'assure de transformer l'industrie pour qu'elle soit plus compétitive en même temps? Comment on avance sur le transport? Et pour ça, on ne peut pas simplement électrifier le transport. Il faut en profiter pour réduire la dépendance au transport en offrant, par exemple, plus de transport interurbain, d'un service qui se tient pour que des gens n'aient pas besoin d'une troisième voiture parce qu'ils savent qu'ils peuvent se déplacer entre des villes, par exemple, sans voiture ou des choses comme ça. Donc, il y a toute une série de mesures qu'on a proposées pour avancer, qui sont des mesures qui intègrent... Concrètement, c'est quoi? Un genre de TGV qui fait le tour des grandes villes? Ça ne sera pas des TGV au Québec. Là. Ce qu'on dit, pour 2030, de toute façon, à la vitesse qu'on construit les TGV au Québec, on n'aura pas avant 2100, 2150. Exact. Donc, pour nous, c'est un bon service d'autobus. Ouais, efficace, confortable, et fréquent, c'est tout. Commençons par ça. Là. Puis, sais-tu quoi? Pas cher. Parce que si on me disait TGV, quelqu'un me disait, ça prend des trains. Oui, mais le problème, c'est qu'à telle place, ils font des trains, mais tu rentres dedans, ça coûte 7 piastres. Nous autres, si on en fait un, puis tu t'en vas à Toronto en train, ben ça va coûter 500 piastres y aller, puis 500 piastres revenir pour la famille, ou même 1000 piastres pour y aller. Donc là, le gars, il va dire, bon, finalement, je vais y aller en train, mais on va prendre mon char. Donc là, on n'est pas plus avancé. Chaque fois qu'il y a des solutions, c'est un peu ça. Là. Je suis d'accord. Et on a des enjeux au Québec, au Canada, c'est que nos infrastructures nous coûtent plus cher qu'ailleurs, mais ça, c'est un autre problème. C'est la façon dont on fait les appels d'offres, la façon dont on construit ça, fait en sorte que ça coûte toujours plus cher ici. Oui, ça, c'est une histoire. Ça, j'ai jamais rien compris là-dedans. Là. Le coût du kilomètre du projet de tramway à Québec, c'est fou, là. Quand tu compares à d'autres projets semblables à travers le monde. Tu dis, voyons, comment on peut arriver à des prix de même? Tu sais, je veux dire, moi, il y a beaucoup de monde que je connais qui sont contre, mais ils ne sont pas contre le transport en commun. Ils ne sont même pas contre le projet. C'est peut-être pas le bon, là, au niveau de où ils passent. Mais ils ne sont pas contre ça. Mais ils sont contre. Moi, je fais partie de ça. C'est que je regarde le coût, puis je me dis, ben voyons, s'il y a d'autres sociétés ailleurs dans le monde qui ressemblent aux nôtres, avec des salaires qui ressemblent aux nôtres, puis qui ont dans les mêmes conditions, puis qui ont la même souci du détail et de la qualité, puis que le kilomètre est 50% moins cher que notre projet, il y a quelque chose qui cloche, là. Mais ça, personne ne veut l'entendre. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardons les hôpitaux. Donc, toutes nos infrastructures sont plus chères. Donc, pour moi, à un moment donné, le problème c'est pas simplement lié au tramway. Si on veut avancer, il faut avancer. Il faut arrêter de toujours reculer, puis à un moment donné, dans le cas du tramway, allons-y, là, à un moment donné, finissons-en, puis il faut avancer. Là. Est-ce qu'il y a des choses dans les changements climatiques? Tu sais, j'écoutais comment il s'appelle, le gars de la Suède. J'oublie son nom, oui. Puis j'écoutais dans un podcast, puis on regarde la courbe, puis c'est ceux qui vont dire qu'il n'y a pas de réchauffement, ben c'est pas vrai. Là. Les stats sont assez clairs. Il y a quelque chose qui se passe. Par rapport au passé, on est encore dans une période où on est
un peu plus froid que ça a déjà été, mais on tend rapidement à monter vers. OK, parfait. Est-ce qu'il y a des opportunités? Enlevons l'anxiété, enlevons les taxes, Est-ce qu'il y a des opportunités? Là, je comprends, là, on nous dit qu'il y a des places qui vont avoir des défis, des berges, vont avoir de l'eau qui va monter, etc. Est-ce qu'il y a des endroits, par contre, qu'il va y avoir des opportunités? Mettons le nord des États-Unis, la côte est américaine à partir de la Virginie. Et nous aussi, que ça va changer. On va être mort probablement, là, mais mettons que ça change. On sera pas nord, ça va vite. Hein? L'enjeu, c'est pas... C'est clair, par exemple, que le climat qu'on va avoir au Québec, au Canada en général, vont permettre des récoltes plus longtemps, des choses comme ça. On va avoir un hiver moins rigoureux. Donc, c'est des choses, des occasions. Le problème ici, pour moi, c'est pas tant le changement climatique, on l'a vu dans le passé, que la vitesse avec laquelle il se produit, puis le fait qu'on ait déjà une population forte, qui est déjà organisée et qui est déjà distribuée sur la planète selon un certain climat. Quand le climat change, il y a des populations qui étaient organisées dans des endroits où le climat était favorable, qui deviennent défavorables. Et ces populations-là vont avoir tendance à vouloir aller ailleurs pour être capables d'avoir un climat. Et ça, si tu commences ça, on entend ça. Est-ce que c'est commencé, ça? On entend ça, là. C'est quoi le terme utilisé? C'est des migrations climatiques. Des réfugiés, des réfugiés climatiques. Déjà à des échelles plus faibles. On voit les pressions sont multiples parce que quand je dis ça, c'est pas je m'assois un matin puis je dis on déplace la ville, là. Mais mes récoltes, je suis plus capable de nourrir la population parce que les récoltes, il fait trop chaud, j'ai trop de perturbations climatiques. J'ai des gens qui mangent pas, qui n'ont pas d'économie. Fait qu'est-ce qu'ils font? Individuellement, ils vont dire comment je me sauve de là. Ça, puis en plus, ça fait des pressions sur les régimes politiques, ça déstabilise localement. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas purement de dire le climat, oui, on a déjà eu des changements climatiques, mais on n'avait pas une population humaine qui occupait la Terre de la façon dont elle l'occupe aujourd'hui, où les enjeux de déplacement sont beaucoup plus lourds parce que on a des infrastructures, où on a un système alimentaire qui est en équilibre fragile avec les besoins de la population. C'est ça qui est l'enjeu. C'est pas intrinsèquement le fait que la température change. Est-ce que... je prends le cas de la Californie parce que tu as parlé de défis au niveau de l'agriculture et tout. On dirait qu'à chaque fois qu'on annonce des affaires, on les jinx un peu, puis finalement, ça part de l'autre bord. Prenons l'histoire de la Californie. Californie, augmentation de population, à un moment donné, assez rapide. Là, on est sur une autre pente, là, pour d'autres raisons. Mais il y a des défis. Il y a une couple de systèmes météo qui ont fait que, entre autres, dans les derniers mois, il y a eu des quantités d'eau en Californie qu'ils n'ont jamais vues depuis quasiment 20-25 ans. Et de par des normes de plus en plus... tous les projets qu'on faisait, on le disait tantôt, Hydro-Québec, pas sûr qu'on est capable de faire ça. Ce qu'ils ont fait dans les années 60-70, pas certain qu'aujourd'hui, on est capable de refaire ça. Là. Et c'est la même chose également pour d'autres endroits qui ressemblent à nous autres, où il y a beaucoup de règles et beaucoup de ci et beaucoup de ça. Donc, la Californie, le Québec, sur ce plan-là, se ressemblent. Et, entre autres, pendant des années, on a sous-estimé. Il n'y aura plus de pluie. Il n'y aura plus d'eau. Puis là, on s'en va vers la catastrophe. La catastrophe. Puis là, il y a d'autres qui disaient, attends un peu, là. Il va mouiller encore. Et là, on a trop de monde, puis on a beaucoup de terres agricoles, puis on va avoir besoin d'eau. Puis là, il ne faut pas que l'eau, quand elle tombe, qu'elle s'en aille dans le Pacifique, il faut la garder. Ouais, mais là, tu ne peux pas faire ça, telle affaire. Il y a telle sorte de saumon là-bas qu'on veut garder. Là, on n'a plus le droit de faire un bassin de même comme dans telle place. On n'a pas le droit. Et là, finalement, est arrivé ce qui est arrivé cet hiver. Puis là, ils se sont rendus compte après, on aurait dû, dans les 20 dernières années, faire ce qu'on devait faire. On devrait faire des réservoirs, on devait contrôler un peu plus l'eau quand elle tombe, etc. On doit l'empêcher d'aller dans le Pacifique, la garder pour le... Et des fois, on se fait mal à nous-mêmes. C'est ça que je dis, c'est parce que des fois, on est comme... Il y a tellement d'histoires qu'on est comme défocusé du big picture. Ça se peut-tu, ça? Ah, absolument. Mais le problème, c'est... On est toujours en période d'apprentissage de l'humanité, OK? Depuis toujours. Donc, on a beaucoup de difficultés à se projeter. Il y a toujours des conflits locaux d'usage qui font que c'est facile à...
quand on prend des décisions au quotidien, mais on n'est pas tout seul à prendre des décisions. C'est pas juste un scientifique qui dit, de toute façon, on ne faudrait pas trop faire confiance aux scientifiques non plus, là, mais en termes de décisions. Mais le problème, c'est que ces décisions-là sont un équilibre de politique, de poids, de contrepoids, et qui, quand tu ne te projettes pas dans l'avenir ou tu ne vois pas les réactions, tu dis ça n'a pas d'allure. À posteriori, on dit, c'est clair que ceux qui disaient qu'on avait besoin de bassins, ils ont raison. Mais quand tu dis, je fais un bassin, moi, j'ai 3 personnes ou j'ai un petit village qui dit, moi, je serais déplacé, c'est inacceptable. J'ai une industrie qui dit, moi, j'ai besoin de ce territoire-là pour d'autres choses. C'est ça, les problèmes de conflit d'usage. Et c'est la réalité politique avec laquelle on vit. La question, c'est, on doit le faire de manière la plus intelligente possible, mais c'est clair qu'on va se tromper. C'est clair dans la transformation qu'on est en train de faire maintenant, on va se planter plus souvent qu'à notre tour. Oui. Ça ne rend pas la transformation moins nécessaire. Ça montre la nécessité d'être un peu plus intelligent, mais d'être flexible puis de corriger quand on voit que ça ne marche pas. Est-ce qu'on a l'impression, c'est pour un politicien de ne pas être green en ce moment, s'il ne l'est pas, il va se faire traiter. Même si, mettons qu'on est juste une discussion qu'on vient d'avoir là. Souvent, si c'est interprété par certains, ils vont dire « Ah, il y a un peu de réticence. » Dans mon cas, ils vont dire « Il y a un peu de réticence. Il est en train de questionner. » Donc, il est certainement sceptique. Donc, ça, c'est fatigant. Hein? Et ça fait qu'il n'y a pas, justement, ce qu'on parlait tantôt, les discussions possibles ou débats possibles. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui ose poser des questions, puis si jamais il pose... Mettons, je me mets dans la peau de politicien. Il s'en va dans une commission, puis il pose des questions, comme moi, je poserais. Et il va se retenir des poser parce qu'il sait que s'il pose des questions, il va être tout de suite étiqueté sceptique. Alors que c'est pas vrai qu'il y a des gens qui sont toutes des caves qui nient ce qui se passe, puis à l'autre bout, il y a ceux qui savent tout ce qui s'en vient. Il y a plein de gens dans le milieu, mais ces gens-là, malheureusement, souvent, vont pas participer ou ils vont faire semblant que, les politiciens sont bons là-dedans, ils vont faire semblant que, ils vont prendre des décisions qui sont peut-être pas assez réfléchies et qui vont prendre les mauvaises parce que justement, ils veulent faire plaisir puis ils veulent pas avoir la mauvaise manchette, la mauvaise étiquette. Ça, c'est une maudite affaire de polarisation où on l'a fait pendant la COVID. Il y a les bons et les méchants. Ça aide pas la patente, hein? Non, ça aide pas. Mais pour ça, il faut que quand on pose des questions, on soit de bonne foi dans les questions. C'est-à-dire que, puis il faut faire avancer le débat, là. Revenir sur les mêmes questions, des trucs réglés depuis 20 ans, puis continuer à revenir là-dessus, ça ne fait pas avancer le débat. Donc, pour moi, il faut poser des questions, il ne faut rien prendre pour acquis. Donc, je suis tout à fait d'accord, je suis plutôt dans ce camp-là. Mais d'un autre côté, il faut s'assurer que quand on pose des questions, ça soit pour faire avancer les choses, pas pour nier les évidences ou pour reculer constamment, là. Bien ça, on les voit, là. Je veux dire, ça prend une recherche sur Google pour voir certains. Oubliez les modèles qui sont bâtis par des humains. Il faut juste regarder. Moi, je suis très Thomas, là. J'ai besoin de regarder ce qui est... C'est quoi le data? Montrez-moi le data. Je verrai dans 10 ans pour le reste, parce que souvent, on regarde des modèles. Il y en a qui sont probablement on target, mais il y en a probablement que dans leur manière de voir le modèle, ils l'ont tweaké un peu pour mettre du gaz un peu. Mais de aujourd'hui jusqu'à ce qu'on regarde les chiffres, puis après ça, tout ce qui a été vu par les gens qui ont fouillé, effectivement, on n'est pas dans l'époque la plus chaude de notre histoire, mais on est dans l'augmentation de température la plus rapide qu'on a vue depuis un maudit bout. Et est-ce que je me trompe si je dis qu'on est à peu près à 50% responsable, nous, de ce qui arrive? On est à 100% responsable, là, en gros. Ah oui? Les chiffres sont assez clairs là-dessus. C'est une tendance qui est essentiellement... Mais qu'est-ce qui arrivait avant, dans les autres époques, quand le climat jouait et que l'humain ici, n'était pas... On parle d'une transformation en quelques décennies, OK? Donc, le fond n'est pas dans cette direction-là, semble-t-il. Moi, je ne suis pas un climatologue, là, donc pour vraiment avoir les vraies réponses, il faut parler à des spécialistes, ce qui n'est pas mon cas. Quand je regarde les chiffres, c'est essentiellement responsable. L'enjeu, c'est la vitesse. L'enjeu, c'est l'existence des infrastructures. Puis l'enjeu, c'est qu'en parallèle, on a fragilisé nos écosystèmes. Sans parler du réchauffement climatique, là, oublions ça, là,
on détruit les écosystèmes, on perd des espèces à une vitesse folle, et c'est l'ensemble de tout ça qui est problématique et qui demande une réponse. Après ça, moi, j'ai pas de peur pour l'humanité, là. L'humanité va être encore là dans 100 ans, 150 ans, 200 ans. On disparaîtra pas, là. La question, c'est la qualité de vie, puis est-ce que les gens qui vont être autour de la table auront assez à manger, puis pourront se développer, puis auront une éducation et auront un environnement décent autour. Mais comment je fais pour... Comment je fais tu sais, moi, je suis pas scientifique, mais j'aime observer, puis j'aime lire, puis je m'intéresse. Comment je fais? Il y en a un qui me dit, un ancien politicien me dit, là, il y a 50% des espèces qui sont disparues. Il y a un spécialiste qui va dire, ben non, Al Gore vient de dire ça il y a une semaine. C'est pas 50%, c'est 0,7%. OK, là j'essaie de voir où est-ce qu'il a pris ça. Il l'explique-tu quelque part? Là, après ça, sur les raisons du changement. Toi, tu me dis 100%. Moi, à un moment donné, j'ai lu un chercheur qui est climatologue, il dit c'est à peu près 50%. Donc, là, ensuite, il y en a un autre qui me dit, il y a beaucoup de soleil là-dedans. L'autre me dit, il y a beaucoup d'énergie dans les océans en ce moment qui ont un impact énorme sur le climat en ce moment. Il se passe quelque chose dans les océans. Hey, c'est dur, là. C'est dur à suivre en tabarouette. Moi, je veux, là. Mais crève que c'est dur de savoir. Un peu, qui dit vrai, je me tourne vers qui? Ben oui, mais moi, je le sais que c'est les océans, c'est ma spécialité, OK? L'autre, je me tourne, mais non, l'autre, c'est le soleil. L'autre, il dit, non, c'est tous les hydrocarbures, c'est toutes les patentes de même, c'est tout. On vient, ça donne quasiment mal à la tête. Mais mettons ces 50%, là, c'est quand même une réalité, donc on peut agir là-dessus. L'enjeu des destructions des écosystèmes, je pense qu'on n'a pas besoin tu regardes autour, c'est clair qu'on transforme, c'est clair qu'on perd des espèces. Donc là, on peut ergoter, c'est-tu 50, 52, 45? J'ai pas les chiffres, là, donc je peux pas... mais pour moi, il y a une réalité qui est là. Alors, l'espèce humaine occupe des territoires de plus en plus grands, mais c'est clair qu'on doit y déplacer quelque chose. Quand tu regardes l'accès aux poissons, mais regarde les poissons, regarde les pêches. C'est pas moi qui... La morue, c'est pas une histoire, là. Essaie de pêcher de la morue. La morue, le homard, le homard, le crabe est remonté. Le crabe, le homard sont remontés. Les gens du Maine ont de la misère. C'est des espèces qui sont plus bas ou plus hautes, là, en tout cas, je suis pas dans la chaîne alimentaire, là, donc évidemment, s'il y a moins de poissons qui mais c'est ça, mais là, c'est ça. Mon gars d'océan va me dire, c'est ça, je te dis. C'est l'énergie, elle est dans les océans, elle est dans les courants. Là, j'ai dit, ouais. Là, j'ai quasiment envie de retourner à l'école dans ce temps-là. Là. Je me sens perdu. Je me dis. Tu as eu des périodes au Moyen-Âge de grand froid là, qui ont duré des centaines d'années. Là. C'est-à-dire, on était au Moyen-Âge avec des charrettes. Là. Mais si on regarde ce qui s'est passé les gens n'étaient pas contents, les gens mouraient. Non. L'enjeu des transformations comme ça, oui. c'est l'adéquation avec nos infrastructures. Pour moi, c'est ça le vrai problème. Ah oui, on avait le climat du Moyen-Âge, on avait le climat 3 degrés de plus qu'aujourd'hui, puis on s'était développé collectivement, structurellement, les populations s'étaient installées pour ça, il n'y a pas de problème. Le problème, pour moi, c'est bien plus que des populations, quand il y a des pays où on a des changements importants, où l'accès à la nourriture chute de manière brutale, où on a des sécheresses, l'accès à l'eau chute de manière brutale, bien, ça fait des bouleversements politiques qui ont des impacts à grandeur de la planète. D'ailleurs, c'est ça. La bonne question, c'est si, mettons, on a à choisir, OK, on est, mettons, en 1980, puis là, notre climat est à telle hauteur. Et enlevons l'impact là, de ce qu'on le nombre puis ce qu'on fait. Et là, on se dit, parce qu'on lisait ça dans les années 80, on s'en va vers une ère glaciaire. Donc, au lieu de se réchauffer de 2 degrés, on perd 2 degrés. Lequel dans les deux est le plus grave pour l'humanité et la Terre? En fait, encore une fois, le problème, c'est qu'on occupe tellement de territoire, on est déjà installé avec une structure que des changements importants d'un bord ou de l'autre auraient été négatifs. OK. On perd notre flexibilité, on perd notre agilité, étant donné les infrastructures qu'on met en place. Même chose, là, on a vu au Texas, là, quand ils ont gelé, leurs infrastructures ne sont pas faites pour répondre à un froid comme ça. Fait que tout gèle, tout pète, les maisons, tout ça, ça a des enjeux, ça cause des impacts importants. Là. Mais dans les deux, lequel est le pire?
Je n'ai aucune idée. C'est pas ma spécialité. Non, mais moi, là, je pense que... Non, mais on parle de même. Moi, je pense que c'est plus... Moi, ça me ferait plus freaker de savoir que il y a des endroits où, à ce moment, ils font 6 mois d'agriculture, puis ils tombent à 5. Au lieu, mettons, faire 20 semaines, ils font 18 semaines. Ça, moi, ça me ferait capoter un peu plus. Je comprends que l'humain va s'adapter à tout. Là. Il va avoir plus de serre, il va avoir plus de scie, il va se servir de plus d'énergie, puis ultimement, ça va provoquer plus de réchauffement, puis ça va venir au même. Mais je veux dire, mon feeling, là, peut-être que je me trompe, là, mais mon feeling, c'est que j'ai l'impression qu'un... je vous dis pas que le réchauffement n'est pas grave, là. C'est juste que j'ai l'impression qu'on dirait que le refroidissement est plus épeurant que le réchauffement. Bien, le réchauffement, encore une fois, ici, ça n'a pas le même impact que quand tu es déjà dans un climat chaud avec peu d'eau. Là, tu passes dans un climat très chaud avec peu d'eau. Donc, ça a aussi des effets. C'est sûr que pour nous, un petit peu de réchauffement, c'est probablement préférable à du refroidissement. Oui, exact. Ils sont à Québec. Moi, ça va à Montréal. On a quand même un mois de plus d'été que Québec. Là, mais... ouais. Mais est-ce vrai encore, ça? Un mois. Ça, vous avez un automne de misère, puis mais ça, ça a été tough. Mais c'est drôle, hein? Ça a été un des premiers automnes. Moi, je suis un maniaque de météo. C'est un des premiers automnes où j'ai vu qu'on était souvent égal. Le printemps, c'est vrai, à cause du fleuve puis des vents, le vent nord-est qu'on a souvent. Mais ça fait quelques automnes que, habituellement, il y avait une plus grande différence. Parce qu'on en voit, là, même dans la météo, il y a des choses. Nos printemps n'arrivent plus. Ça, c'est une des choses qui est bizarre dans les changements. C'est que le printemps au Québec tarde. Avant, quand on était plus jeune, peut-être qu'on se fait une histoire, mais on avait l'impression que le mois d'avril était beaucoup plus doux qu'il est aujourd'hui. On avait beaucoup moins. Les déneigeurs arrêtaient leur contrat le 31 mars et maintenant, ils ont toujours 1 ou 2 sorties dans les 2 premières semaines d'avril. Il y a des changements aussi de... Tu sais, on dit changement climatique, mais on dirait que c'est même des changements, des fois, qu'on a l'impression qu'il y a plus de tempêtes ou il y a plus d'instabilité dans certaines périodes de l'année. Puis le printemps, pour plusieurs, parce que moi, je suis impliqué dans le golf, là, puis le printemps, c'est un défi incroyable. Ça tire beaucoup, beaucoup par rapport à avant, où le printemps était beaucoup plus stable. Je ne sais pas si ça a à voir avec les changements climatiques, je ne sais pas, c'est peut-être juste une période de même, là, mais le constatez-vous? Là? Je sais que vous n'êtes pas climatologue, là, c'est pas... Encore une fois, j'ai aucune idée parce que ça dépend. Moi, j'ai grandi à la campagne, là, je suis en ville et tout, fait que il y a assez de différences. Oui, les repères sont durs à voir. Je suis pas sûr. Ouais, Qu'est-ce qui est dû à quoi? Hey, c'était bien le fun, Normand, puis on se reprend pour d'autres discussions parce que ça va être... c'est sûr que c'est le sujet. C'est le sujet des... Oui, c'est ça risque de pas disparaître tout de suite. Non, d'après moi, c'est le sujet pour les 25-50 prochaines années. Donc, on va être parti, mais on va en parler encore. Bon, merci, Normand. Plaisir. Bye. Normand Mousseau était avec nous sur Radio Pirate Prime. C'est le fun. Il est professeur de physique et directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à l'École polytechnique de Montréal. C'est des extrêmes, je pense. Les extrêmes, c'est jamais bon. Et moi, je pense que dans le discours green... Lui est jasable. Dans le discours green, c'est les extrêmes. Parce qu'il y a du monde qui veulent nous faire vivre comme des paysans dans le Moyen-Âge. Okay? Ben, c'est les communistes. Puis t'as je vais les appeler les verts pratico-pratiques. Là. Il n'y a pas beaucoup, là, ça. Les verts pratico-pratiques, je ne sais pas comment on va les appeler. Les autres verts. Qu'eux autres, ils vont être scandalisés de savoir qu'un bateau plein de cartons ramassé ici s'en va en Asie se faire traiter. C'est cave. Ben, moi, je fais partie de ceux-là. Ben, voilà. Parce que moi, j'ai un côté très green. S'il y en a qui viennent d'arriver, là, vous n'êtes pas surpris. Là. Moi, j'ai un côté green. Là. Non, parce que taguer la droite comme du monde qui sont pas green. T'sais. Puis, si t'es de gauche, t'es mais là, Normand est de Montréal. Je comprends. Mais les greens de gauche, c'est pas tous des extrémistes green. Il y a du monde de gauche qui ont des idées, puis il faut que ça soit concret. Lui... Mais en ce moment, il y a 2 groupes. Lui, je pense que Mousseau, là... Mousseau est un peu découragé d'Hydro-Québec, là. Ben oui, c'est sûr. Oh oui. Tu veux dire, Mousseau, Hydro fait pas de job, là. Ben non, c'est sûr. Mais puis, c'est la direction et l'orientation. T'as-tu vu que Brochu, il a pas l'air... Tout le monde l'a mis sur un piédestal. Lui, il dit... non. Il n'a rien fait, là. Il n'a rien fait. Mais non. Ce que tu dis, c'est qu'il y a 2 groupes là-dedans.
Puis moi, j'ai toujours été dépeint comme un sceptique, mais ceux qui m'écoutent le savent que je suis zéro sceptique. Je sais que le climat évolue. Je vais acheter le 50 %. OK? 50 % je suis à l'aise avec ça. Je l'ai entendu plus qu'une fois de différents spécialistes. Puis, comme je le disais l'autre fois, on est 8 milliards de personnes. On ne peut pas avoir un impact avec tout ce qu'on fait. C'est impossible. Ça ne se peut pas qu'on ait zéro impact. C'est-tu 42? C'est ça. C'est-tu 61? Allons-y à 50. OK? Est-ce que demain matin, on n'est pas là, puis finalement, on arrive au même point, mais c'est juste 10 ans plus tard? Peut-être. Personne ne peut me dire le contraire. Ils ne savent pas plus. T'sais, ça se peut que notre activité économique et puis notre style de vie, dans le data, il a l'air à compter, mais finalement, on s'en va tout. On prend l'avion, puis on s'en va sur la planète Mars, puis on laisse la Terre tout seul, puis on leur revient 20 ans plus tard, puis finalement, quels sont les taux de degrés qu'on est rendu? Moi, je pense qu'on pense que. Moi, 50 % aussi, je suis à l'aise avec ça. C'est-à-dire que, toi, 50 %, c'est que 50 % que l'humain est responsable de. Bien, qu'on a un impact sur les changements. Moi, je pense ça, mais je pense qu'on est peut-être influencé par le fait qu'on vit au Canada puis qu'ici, ici, on voit pas ça vraiment. Moi, je pense que si on irait faire un tour en Inde puis en Chine, je pense qu'on reviendrait et on dirait, ouais, c'est peut-être un petit peu plus que 50. Ouais, mais c'est pas. Je comprends qu'ils sont 2 milliards, là, mais on est 8, là. Oh. Les Africains ne consomment pas bien. C'est pas eux autres qui prennent l'avion. Même les Chinois, c'est pas eux autres qui prennent l'avion. Je comprends qu'eux autres, ils ont du charbon puis il faut qu'ils chauffent à un moment donné, là. Mais nous autres aussi, là, dans nos activités. Anyway, moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que les deux groupes qui prennent le contrôle de la patente, le premier, c'est des enragés communistes qui en veulent au système capitaliste. Voilà. OK? Et ces gens-là ont réussi à infiltrer les écoles et les journaux et les médias. Et ils ont réussi à infiltrer le politique. Et les politiciens qui ont peur de la manchette du communiste journaliste voteur de QS, ben il devient, parce que c'est un mollasson et un incompétent puis un Christ de pas bon, il devient un faux green. Là. Fitzgibbon, c'est faux green, ça, là. Fitzgibbon, il est pas... Il est moins green que moi et toi, là. OK? Mais il fait le son, là. Non, le vert, il ne connaît pas ça. Là. Lui, c'est le bleu qu'il connaît. Il va te dire une affaire. C'est la même chose pour Legault. Ah, Legault. Legault, il est bien beau être rentré dans un avion d'Air Transat pour s'en aller au Mexique et retrouver sa femme. Puis avec son jacket à Noël. Mais non, Legault. Il a rembarqué, il a mis son cul d'un avion. Puis il est allé prendre du soleil pendant 10 jours. Et si ces gens-là pensent vraiment à ce qu'ils disent, il dit à sa femme, « Excuse-moi, chérie, je vais prendre des marches dans le Vieux-Montréal pendant les vacances. » Y a-tu des rats dans le Vieux-Montréal? C'est sûr qu'il y a des rats dans le Vieux-Montréal. Non, moi, c'est ce qui m'énerve. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est ce bout-là qui m'énerve. Si on était tous du monde comme nous autres, là, puis embarque des Normands Mousseau de ce monde dans la gang, on est capable de s'entendre. On va en trouver des solutions. Il y a des défis, c'est clair. C'est ça, mais c'est une question de... Il y a une question de gouvernance. Je peux-tu rajouter toutes les hosties d'entreprises fake qui embarquent dans leur histoire, que moi je suis green, puis moi je suis ci, puis moi je suis ça. Puis finalement, tu te tournes de bord, puis tu t'en vas voir le gars, le propriétaire de l'entreprise. Il y a un condo à North Miami Beach, il y a une maison à tel lac, il y a un RV, il y a 2 chars sport, il y a un Mercedes là, carré dans le garage. Puis ça dit que ça va sur les tribunes. Mais nous autres, notre entreprise, là, on est éco-actifs. On fait telle affaire, puis on fait tel ci, puis on fait tel ça. Non. Image, et après ça, subventions qui vont avec toutes les patentes. Regarde, on connaît l'affaire. Ça, il faut dire que là-dedans, c'est moi qui est un peu cave, là. Tu sais, pourquoi je ne me lance pas dans une compagnie à vente des patentes de carbone, des droits de polluer, puis de... L'autre affaire qu'on n'a pas jasé avec Normand, c'est que le Québec fait 0 partie de la patente. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi on est là-dedans.
On est 8 millions de païens dans une place perdue ou même un gars de la Tunisie dans un taxi avec le goût de crisser son camp. Hey, si tu nous payes en US, vu que tu es arrivé de la Floride, je vais vous faire un meilleur prix. Oui. L'as-tu pris l'argent US? Il l'accumule dans un bas de laine pour crisser son camp par le chemin Roxham à l'envers. Ben voyons donc. C'est ça que j'ai compris dans son histoire. Ben voyons donc. OK? Donc, nous autres, on était demain matin, je le dis tout le temps, on fait un parking avec le Québec, ça ne change rien, ça boule. Là. Mais on veut avoir l'air du... Une société perdue essaie toujours de prouver aux autres qu'elle est meilleure qu'elle l'est dans les faits. On est perdu. Tu sais. Moi, en passant, le Mercedes carré que tu parles, là, c'est 250 000. Ouais, c'est ça. Le YG, je ne sais pas trop quoi. C'est le classe G. OK. Ils sont-tu beaux? Ils sont écœurants. Non, c'est écœurant. Ça n'a pas de bon sens. Mais moi, c'est une question de gouvernance. Je vais reprendre mon histoire. Je vais reprendre mon histoire du MAPAC et du restaurant. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup. Les salauds. À l'époque, dans l'ancien temps, le gars du MAPAC arrivait au restaurant avec son sarrau blanc. Il était là pour t'aider. C'était un partenaire du partenaire dans le sens que lui, il rentre dans le restaurant puis il est là pour t'aider. Là, il arrive. Il regarde tes congélateurs. Il regarde tes frigidaires. Il regarde la manière que tu entreposes tes affaires. Là, il dit, OK, il ne faut pas que tu mettes le poulet en haut de la salade. Puis là, d'autres patentes là. Puis des espèces de normes, là. Le gars t'explique l'affaire. Puis là, il dit, regarde, il dit, tu as du saumon fumé qui dégèle dans le frigidaire. Mais quand ton saumon fumé dégèle, t'es mieux de laisser une petite ouverture dans le paquet. Ça va faire sortir une espèce de petit gaz qui a. Des petites patentes. Des patentes plates. Mais quand même, le gars, il repart. Il fait un genre de petit rapport, 8,5, 11. Il fait un genre de petit rapport. Il dit, je repasse d'un mois. Il repasse d'un mois, bien content. Regarde, il dit, c'est parfait, puis regarde, good job. Ça, c'est quelqu'un du gouvernement. Et le but, c'est quoi le but du MAPAC? Le but ultime du MAPAC, c'est quoi? C'est que le client qui mange chez vous, il ne s'empoisonne pas. C'est ça le but. C'est ça le but. Tu veux que ça soit la nourriture sur la table du restaurant soit qu'il y ait un genre de protection d'une manière. Et on n'est pas dans les souks à Marrakech. Là. On s'entend-tu? Là? Les autres, ils n'ont pas de MAPAC. Les autres, bon. Mais le but, c'est ça. Mais il t'aide. Aujourd'hui, le MAPAC, il rentre, le gars, il a un pad. Le gars, il donne des amendes. Un, il est ultra baveux, à la limite du supportable. Et ultra baveux, ultra chien. La seule affaire qu'il veut, c'est de donner des amendes. Donner des amendes. Bon. Puis quand il rentre chez vous, c'est le boss de la place. Pour, voilà. Mais moi, je vais faire un lien entre le MAPAC, un lien très bizarre. Là. Je vais faire un lien entre le MAPAC et Hydro. Hydro, sont-tu partenaires avec nous autres? Non. Ben voilà. Mais c'est pour ça, c'est ça que Mousseau n'aime pas. Dans le fond de lui-même. Ben oui. Hydro ne sont pas partenaires avec nous autres. Ah, il y a des industries qui veulent se mettre à l'électricité puis ils envoient quasiment au balai. Ben non, mais ils peuvent pas. En hiver, ben non, ils vont être obligés d'acheter du courant. Oui, mais... C'est tous des buildings qui chauffent au gaz deviennent électriques. Oublie ça, là. Je comprends. Là, t'es rendu que 60 jours par année, t'achètes du courant à gros prix, là. T'es fourré, là. Non, mais ils veulent pas pourquoi. Ils sont plus green, là. Non, c'est ça. Ils sont plus green. Pourquoi ils sont plus green? Money. Ben oui, c'est juste ça. Pour le trou noir. Puis pour les conditions, eux autres aussi. Pour les conditions, eux autres, et le trou noir. Mais Ben l'affaire, oui. c'est que le gars du MAPAC qui donne des étiquettes, c'est pour le money aussi. Exact. Et le trou noir. Ben oui. Lui, il s'en fout. Regarde. Que le client s'empoisonne dans ton restaurant. La Guilbeault cette semaine, s'en là. fout. La Guilbeault cette semaine qui dit ouais, à Montréal, je suis d'accord avec Mme Valérie Plante, là, elle trouve que les autos, il y en a trop, puis sont grosses, puis ils vont vite. Puis elle dit, pour la sécurité, elle dit, je vais rajouter des radars. Des radars, oui.
Tu penses-tu sérieusement que c'est pour protéger le monde? Non, c'est pour faire de l'argent. C'est juste pour faire de l'argent. Tu penses-tu que c'est pour sécuriser? Ah, il y a quelqu'un qui est couché à terre. Ta gueule, j'ai couché à terre là-bas. Je sais pas ce qu'il... Il relaxe, c'est à la fraîche. Il a trouvé un bout de soleil. Ah, il y a un petit soleil. Il a trouvé un bout de soleil. C'est un Beach Boy. Non, c'est un Beach Boy. Là. Mais garde, 100% d'accord. 100% d'accord avec toi. Voilà, OK, on vient plus tard pour Radio Pirate Live. Voilà pour Radio Pirate Prime d'aujourd'hui. C'est fait. Il était bon, Normand. Écoute, c'est sûr qu'on n'est pas du même... Normand, il fait partie des greens pratico-pratiques. Exact. C'est lui, c'est un vrai de vrai. Là. Et moi, j'étais un gars de radio. Un mangeur de hot dog de Chicoutimi-Nord. Donc, lui, c'est un vrai de vrai. Puis, il est parlable. Voilà. C'est à toi. Il veut que ça marche, lui. Il veut que ça marche. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate.